Allez, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour parler de Noël des années 80, de Noël des années 90. Quels étaient les meilleurs jeux de l'année, les jeux attendus voilà, au pied du sapin pour chacun. Vous allez voir que dans les années 80, bah, encore une fois, on était dépendant bien sûr hein, des consoles qui sortaient. Et puis, on attendait avec impatience, bien sûr, de savoir quel cadeau on allait pouvoir recevoir, que ce soit une console portable fin années 80, début années 90, également les nouveaux systèmes qui sont arrivés en 95, du côté des 32 bits. Vous allez voir que dans les années 80, on avait ces consoles des années sorties fin 70 du côté de chez Atari, qui était la hype du moment au niveau des possesseurs de consoles de jeux vidéo, qui était encore un luxe déjà. Alors on parle bien sûr de la Neo Geo, la Rolls-Royce entre guillemets niveau puissance. C'est un coup marketing voilà, des journalistes à l'époque en France qui avaient symbolisé cette console par la puissance financière et également la puissance technologique des années 90. Il faut savoir que Atari, déjà, dans les années 70, avait sorti cette console de salon qui adaptait les jeux d'arcade pour la plupart des gens de façon plus ou moins, on va dire, correcte. Mais voilà, le fait de pouvoir jouer sur sa télé avec cette prise antenne à Donkey Kong, à Pac-Man et à d'autres titres, dont malheureusement E.T. hein, qui a été le symbole de la fin d'une génération pour les fans d'Atari aux USA et dans le monde. Vous allez voir qu'également les consoles Pong, bah, c'est un des objets les plus demandés et les plus vendus, avec également des titres comme Space Invader et autres Mario Bros de la NES sur le continent européen et l'Asie avec la Famicom qui a vu le jour très tôt par rapport à nous Européens. Et on a eu la chance, voilà, à un moment donné, de renouveler le monde du jeu vidéo à travers Nintendo, à travers Sega et la Master System, qui ont relancé le commerce et également permis à des joueurs de jouer à des jeux d'arcade de la marque Nintendo et Sega dans leur salon. Voilà, allez, tout de suite, le début de la vidéo, c'est parti, on commence par les années 80 avec 1981. Comme on peut le voir ici, voilà, sur ce document d'histoire, on peut voir que bah, dans les années début 80, premièrement, ce qui marche le mieux, bah, ce sont les jeux électroniques qu'on peut dire, voilà, par rapport à nos appellations en France, les Game & Watch, qui coûtaient déjà entre 350 et 600 francs au niveau voilà, des jeux les plus récents qui étaient vendus du côté de Nintendo. Nintendo qui est donc le fabricant, inventeur de ces Game & Watch. Alors il y a eu beaucoup de gens qui vont suivre derrière, des nouveaux constructeurs qui vont adapter également leurs jeux sur, on va dire, entre guillemets, console portable, avec un jeu avec des cristaux liquides. À un moment donné également, qui va permettre une meilleure visibilité au niveau des titres. Plus tard, Nintendo fera la Game Boy, comme vous le savez, quelques années plus tard, mais 1980-1981, premier dans les ventes au niveau marketing, ce sont les Game & Watch qu'on attend tous, voilà, au pied du sapin, avec derrière l'Atari 2600. L'Atari 2600, tout simplement parce que ça permet à des gens, voilà, des enfants, des adultes, de jouer en famille, là où le Game & Watch, c'est finalement une aventure solo la plupart du temps.
même si voilà, on peut se passer la manette, jouer l'un après l'autre. Mais l'Atari 2600 va vous permettre de jouer sur un grand écran, téléviseur du salon où on aime bien dire n'abîme pas la télé avec tes jeux vidéo. La mamie qui dit attention, tu as déréglé ma TV, tout le monde a connu ça. Alors qu'au final, c'est simplement un signal antenne qui est envoyé comme si on recevait une chaîne télé, hein, voilà. L'Atari 2600, alors il y avait également ces problèmes au niveau branchement, on savait pas trop comment ça marchait, fallait chercher les canaux, etc. Il y a des gens qui avaient également des télés anciennes avec aucune chaîne, aucun bouton, il y avait une roulette pour tourner et chercher les fréquences des chaînes. Alors là vraiment, ramener un Atari 2600 ou... à l'époque aussi un peu plus tard, une Vidéopack de Philips, un télévision de Mattel, il y avait Tandy également avec le TRS 80, l'Apple II également, l'ordinateur qui coûtait extrêmement cher pour également les futurs programmeurs du monde du jeu vidéo. Et puis, bien sûr, voilà, l'Atari, c'est, on va dire, la console de salon qu'il faut posséder début années 80 et fin années 70, tout simplement parce que vous allez pouvoir jouer à des jeux d'arcade chez vous tranquillement sans mettre des pièces, voilà, pour continuer à jouer. Et ça, c'est un soulagement déjà pour le financement, on va dire, des loisirs dans les familles, pour les enfants, et puis également les adultes qui aimaient bien les salles d'arcade. Vous voyez ici par exemple ces gens jouer sur les bornes Pac-Man d'époque, et puis également des bornes Galaga, et puis Space Invader, Missile Command, enfin tous ces titres là qui ont fait le succès des salles d'arcade des années 80, c'est assez exceptionnel. Voilà, on voit ici d'autres titres à travers les différents lieux, voilà, où il fallait finalement payer pour pouvoir accéder à ce genre d'endroit. Et ça, c'est assez révolutionnaire à l'époque de pouvoir jouer enfin chez soi à ces bornes où on avait la possibilité, voilà, en tant que mineur, d'être accompagné par un adulte pour aller dans ces salles d'arcade et pouvoir jouer. Alors il y avait encore des flippers et d'autres jeux de palais, comme il y a eu un peu plus tard également qu'ils ont remis dans les salles d'arcade du côté par exemple de La Tête dans les nuages ou également de Disney Village. Mais la plupart du temps il fallait être voilà, accompagné d'un adulte, et c'était un peu ça le problème qui était posé sur ces salles d'arcade. Atari qui a démocratisé donc voilà la venue dans les salons de ces jeux, c'est une révolution. Et enfin le monde du jeu vidéo a un lieu pour exister dans les familles et pas simplement dans les plaisirs solitaires et également en groupe, en bande, dans ces salles d'arcade un peu insalubres. Alors on a au classement voilà, des jeux les plus vendus durant ces années 80-81, Space Invader de Taito, voilà, sur toutes les plateformes confondues où il est adapté. On a quand même des ventes énormissimes autour de ce produit là. Ça reste un des premiers shoot'em up, on va dire, hein, sur console de salon. Alors il y a également voilà, des titres qui arrivent derrière avec Super Invader, Vermine sur Game & Watch. On a Fire également, Fireman, je pense que c'est le petit jeu où on doit éteindre le feu, le pompier. C'est peut-être celui-là. On a Breakout, un jeu de casse-briques qui est, je crois, l'ancêtre d'Arcanoid, hein, pour ceux qui ont connu. Flagman, Judge et Atari Football, encore une fois sur Atari 2600. Donc, vous voyez, et je vais vous faire défiler la screen, il y a beaucoup de titres sur Atari 2600, tout simplement, qui sont au niveau des ventes, voilà, plébiscités par les foyers. On atteint pour Space Invader à l'époque 1 448 655 ventes au niveau de ce produit-là dans le monde pour les consoles de salon. Alors maintenant, on est fin 81 et qu'est-ce qui arrive
pas sur console de jeu tout de suite, eh bien c'est Pac-Man. Pac-Man qui est le jeu le plus en vue durant cette année 81, qui va rafler énormément d'argent au niveau des joueurs pour les salles d'arcade. Il y a également Galaxian qui va apparaître et puis d'autres jeux comme ça à droite à gauche qui vont être vraiment plébiscités par les joueurs. Et pour la première fois, on a donc Namco, voilà, qui va adapter sur micro-ordinateur à l'époque, tout simplement, le jeu Pac-Man. Et ça va être un succès assez énorme, voilà, pour les gamers. Il va bien sûr arriver sur Atari 2600 avec ses ratés, malheureusement. Il sera pas extrêmement bien adapté. Ça va être une des premières déceptions au niveau de l'Atari 2600. Mais ce qui va plaire, premièrement, voilà, aux possesseurs de jeux vidéo déjà de salon, ça va être les nouvelles sorties pour les Game & Watch, avec par exemple Octopus, Popeye, Mickey Mouse et également Parachute. Voilà le petit jeu qui va vous permettre d'avoir des nouvelles aventures du côté de Nintendo, avec des ventes encore une fois énormissimes, 1 200 000 vendus de Game & Watch par exemple seulement en Angleterre, voilà, sur le Royaume-Uni. Alors peut-être pour vous, voilà, vous n'avez pas connu cette époque-là, mais c'était pour nous magnifique en tant qu'enfant. Et moi, Dieu sait que voilà, j'en ai eu 4 ou 5 des Game & Watch, dont Fire, Octopus, j'avais eu Donkey Kong sur double écran, j'avais eu ce Parachute, je m'en souviens très bien, où vous deviez sauver, voilà, des gens qui sautaient d'un hélicoptère. Il y avait également ce petit mode horloge, c'était assez sympa. Franchement, moi j'ai passé des très bons moments, également sur le Game & Watch de Pac-Man qui est arrivé un peu plus tard, mais en 81, eh ben on était tout content de récupérer ce genre de petite console portable avec des couleurs au niveau des décors qui étaient déjà collés à l'intérieur de l'écran, tel un filtre, et puis voilà ces petits, enfin, on va dire petits sprites, même si c'en est pas, voilà, qui s'affichaient avec le temps durant votre gameplay. Alors bien sûr c'était assez petit au niveau de la screen, au niveau du gameplay, mais on passait des bons moments à essayer de faire un score plus large, et il y avait différents types de jeux qui parfois changeaient au niveau de la difficulté. 82-83, c'est une année particulière parce que on a des gros jeux qui arrivent enfin sur Atari 2600 comme Pac-Man. On a Donkey Kong également, et la ColecoVision et l'Atari 2600 qui caracolent en tête des ventes avec ce titre d'arcade. On a Frogger, on a Defender, mais vous voyez l'adaptation de Pac-Man sur Atari 2600 quelques mois auparavant a déçu énormément de gens. Et 82, c'est un tournant en fait dans les consoles de salon, parce qu'on se rend compte au niveau on va dire possesseur de ces jeux là et de ces systèmes là que c'est très limité. On ne peut pas faire forcément beaucoup mieux que ce qui a été fait au début. La capacité des cassettes, des cartouches qui étaient vendues dans les magasins à l'époque autour de 500-600 francs, c'était extrêmement cher. C'est-à-dire qu'on s'est plaint par exemple du prix des jeux Super Nintendo également en cartouches dans les années début 90. Faut savoir que l'Atari 2600, les cartouches se vendaient à l'époque en 82-83 déjà 500 francs. Si on fait l'équivalence par rapport à un titre des débuts des années 90, je pense qu'on n'est pas loin de 800 ou 700 francs en 92 par rapport à 10 ans auparavant sur le même genre de produit. Et c'est également le cas, voilà, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui où les jeux coûtent extrêmement cher, on va dire en format physique et également format digit, hein, même si on n'est pas encore totalement passé à 100% en digit, mais les jeux coûtent extrêmement cher. Et c'était déjà le cas, voilà, sur Atari 2600. Alors il y a un jeu, voilà, qui arrive du côté de nos salons avec la sortie au cinéma de E.T.
l'extraterrestre, hein, et ça, quand c'est adapté en jeu pour les consoles de salon, c'est une catastrophe, parce que tout le monde attend au pied du sapin ce jeu-là, et la déception est tellement énorme que au final, les familles, voilà, vont se rebeller et décider de boycotter la console, les futurs jeux sortis sur la console d'Atari, et même de revendre le produit. Alors, on donne à ce titre-là, E.T., la raison pour laquelle, voilà, l'industrie du monde du jeu vidéo s'est arrêtée. Il faut savoir quand même que au niveau commercial, Atari avait tout fait pour que ce genre de jeu, voilà, sorte sur la console juste avant les fêtes de Noël, et que vous ayez le titre. Il y a eu un emballement médiatique au niveau commercial à la télévision, les publicités, le film au cinéma, et puis également le matraquage publicitaire dans les magazines, les journaux également, de la presse spécialisée. On avait vendu le jeu avant qu'il soit terminé, avant qu'il soit fait et distribué. Et ça, c'est une des plus grandes erreurs à l'époque, hein, voilà, des médias américains et des médias mondiaux qui avaient survendu ce produit. On n'est pas dans le cas d'un cyberpunk au niveau des consoles d'aujourd'hui ou d'il y a quelques années. Mais quand justement, voilà, vous avez une presse qui a été payée pour faire la promotion de ce genre de produit sans dire la réalité à travers ce que vous allez faire dans le jeu, parce que tout simplement eux-mêmes n'y ont pas joué, vous avez ce résultat où l'industrie s'est cassée la gueule complètement. Les enfants ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Les parents ne peuvent pas aider parce que au niveau, on va dire, expérience, les parents sont complètement largués avec les consoles de salon. Il faut savoir que sur Atari 2600, vous avez un bouton et un joystick. Vous n'avez aucune possibilité d'avoir une aide, mis à part la notice qui n'est pas très explicite. Donc voilà, le jeu, au final, bah, vous errez dans la forêt, vous savez pas trop quoi faire. Et puis au final, 2-3 jours après, bah, vous demandez à l'échanger, bah, contre un jouet, contre un G.I. Joe, ou alors une poupée Barbie pour les enfants d'époque. Mais c'est un fail énormissime au niveau marketing, ce E.T., l'extraterrestre. Malheureusement, alors heureusement, encore une fois, il y a des jeux comme Defender et Donkey Kong, ou même Pitfall, qui sont très sympas sur Atari 2600, qui vont faire exister encore une fois la console. Il y a également l'adaptation cinématographique de l'Empire contre-attaque sur Atari 2600 qui va arriver, mais qui va pas forcément bien se vendre non plus. Ça va être vendu autour de 640 000 exemplaires. Alors que E.T. quand même, hein, si on voit les chiffres les gars, E.T. s'est vendu à 2 637 000 exemplaires. Donc le travail marketing de la presse a été efficace. Malheureusement, autant de personnes qui ont acheté ce jeu et se sont procuré le titre, ça va être autant de rebelles qui vont revendre leur console et revendre les jeux qu'ils possédaient par dégoût et par mépris, tout simplement. Voilà. Alors, 1983, voilà, 83-84, c'est le début de la fin pour Atari, tout simplement.
Et on a des promotions dans les magasins avec encore une fois les hits du passé comme Donkey Kong, Frogger, Pitfall, Miss Pac-Man. On a également Centipede, on a Zaxxon, Qbert, on a Pole Position qui arrive, qui est adapté également des salles d'arcade, le jeu de Formule 1. Burger Time qui est très sympathique mais qui peine à trouver preneur du côté de Data East et d'Intellivision. On a également voilà Vanguard et puis Enduro aussi également. Alors vous voyez les étalages des années 80 à quoi ça ressemblait. On trouvait la plupart du temps voilà des jeux vidéo, écoutez bien, dans les magasins de meubles type But, Conforama et autres, je ne sais pas, je ne sais plus les noms, voilà, des enseignes au niveau du mobilier urbain de vos chambres, de vos bureaux, de vos salons, mais on trouvait pas forcément de boutiques indépendantes, que ça soit en province ou même dans des grands centres commerciaux. Les boutiques indées se trouvaient parfois voilà, dans des petites rues où on avait quincaillerie, avec également, non mais c'est pas une blague, hein, des outils de jardinage. On avait également voilà des clous, des vis, de la peinture, et puis un jeu Atari 2600. On allait acheter voilà du gaz pour faire à manger, et puis on pouvait également trouver dans le même rayon un râteau pour le jardin, et puis quelques jeux Atari 2600 ou des consoles de salon ou des télés. Pour les gens qui ont vu Gremlins au cinéma à l'époque, en 84, se souviennent bien que à la fin du film, on a ce fameux magasin supermarché quincaillerie où le Gremlins veut aller vers la fontaine encore se reproduire, et on trouve des tronçonneuses, des battes de baseball, des jeux, des jouets. C'était un peu ça les magasins des années 80. Ça avait son charme pour ceux qui n'ont pas connu, mais au niveau diversité, il y avait de tout. Je pense qu'il y avait également à côté voilà, d'une ColecoVision, de la Morora pour vos caves. Donc le choix était assez large. Alors heureusement, je dis bien heureusement, ça va changer. On va donner un nom vraiment au monde du jeu vidéo à travers une console. C'est la Famicom au Japon en 83 et ce fameux Mario Bros qui va arriver, et ça en effet vous le voyez au niveau des ventes, Mario Bros qui arrive en arcade et qui arrive donc sur différentes consoles comme la Famicom et l'Atari 2600. Attention, le premier Mario Bros, voilà, c'est celui-ci qui arrive en 83, et c'est un jeu qui est légèrement différent, voilà, de la version qu'on va avoir sur le jeu de plateforme complet, mais il y a déjà, voilà, la tuyauterie, les personnages, les sprites qui sont là, les petits items, le scoring, Mario et Luigi, et puis des récompenses lorsqu'on fait des bonnes performances. On est également sur un schéma typique de ce qu'il y a pu avoir du côté de Donkey Kong, voilà, pour ceux qui ont connu. Et donc au Japon, la Famicom avec ces fameux titres qui nous arrivent, voilà, pas forcément tout de suite chez nous, hein, il faudra attendre un peu avant qu'on l'ait en Europe et aux États-Unis, cette console de salon, parce que la console qu'on aime bien appeler la Nintendo, c'est simplement la première console entre guillemets 8 bits qu'on va se procurer, parce que les bytes, en fait, les bits si vous voulez, au niveau comment dire, technologique, ça n'existe pas. C'est du marketing pur, inventé à l'époque par les commerciaux et les industriels pour, on va dire, référencer les différentes catégories de consoles qui existaient sur le marché. C'est-à-dire que quand on passait à une technologie supérieure comme les 16 bits avec des consoles 2 fois plus puissantes, on aimait bien dire, ce qui n'était pas forcément la réalité, hein, parce qu'on a souvent retrouvé également le processeur Z80 dans différentes consoles, couplé avec d'autres éléments bien sûr, sonores
et également au niveau des accessoires. Longtemps on a considéré dans l'histoire voilà, la PC Engine comme une console 16 bits avec la Super Graphics et puis la Core Graphics et puis les titres qui arrivaient sur CD-ROM, ce qui n'a pas été la réalité concrète on va dire du marché. Elle n'a jamais pu concurrencer déjà une Mega Drive sur plusieurs plans. Voilà, vous avez donc en 83 et 84 Popeye par exemple, qui nous arrive du côté de la Famicom, et également voilà d'autres titres, du Mahjong, voilà, un jeu de Mahjong, Popeye qui est assez sympathique, hein. Après il va sortir également chez nous dans les premiers jeux autour de la console en Europe et aux États-Unis. On a ce fameux Mario Bros adapté de l'arcade qui est pratiquement allez, presque un arcade perfect. Et ça, par rapport à Atari qui avait énormément de mal à sortir des titres propres, là on a un jeu de baseball avec des personnages tout autour du terrain, des sprites extrêmement bien détaillés, animés en direct, et puis qui sont capables de faire des actions différentes. Chacun de leur côté, pas simultanément on va dire, mais ça reste voilà, un titre assez impressionnant pour l'époque. On est en 83, on se rappelle que sur Apple II et d'autres ordinateurs d'époque, on est quand même avec des couleurs plutôt monochromes, un écran minuscule de jeu et pas forcément des titres extravagants. Nintendo et la Famicom tapent un grand coup au niveau du commerce du monde du jeu vidéo et renouvellent le partenariat et on va dire l'amitié qui existait au tout début entre les joueurs et les salles d'arcade, et puis l'arrivée de l'Atari 2600 autour de 77-78 hein, dans les foyers. Alors, les possesseurs de micro-ordinateurs, hein, je vous ai pas oublié, parce que voilà, en 83, il y a un petit jeu que les gens adorent. Alors, il s'est pas vendu énormément au tout début, hein, autour de 60 000 exemplaires sur l'Apple II. Mais voilà, avec le temps, il va plaire et il va être même développé des années plus tard sur Saturn dans des versions remasterisées autour de, je sais plus exactement quelle année, même je crois que sur la Dreamcast, ils ont refait au Japon des versions spéciales. Mais pour vous dire, Lode Runner, c'est un titre voilà, qui est simple, qui est amusant, labyrinthique, qui demande de la réflexion, et voilà, ça plaît aux gens. Donc tout simplement, Lode Runner, c'est un jeu sur Apple II. Voilà, en 83, on est content de l'avoir. Et le micro-ordinateur, à partir de 83 jusqu'à, on va dire, allez, 93, ça va être la hype totale par rapport aux consoles de jeux vidéo. Il y aura un vrai challenge pour concurrencer l'Atari ST, l'Amiga, l'Amstrad CPC, l'Apple II avec la NES, la Master System, la Mega Drive, la PC Engine, la Super Nintendo. Mais voilà, à un moment donné, ça va se tasser. Et bien sûr, l'arrivée du CD-ROM fera qu'il y aura vraiment un partage voilà, des fans de PC et des fans de consoles qui seront, je pense, plus dans le fanatisme que dans la réalité. Alors, il y aura toujours ce complexe par rapport aux jeux de plateforme qui sur PC n'existe pas forcément à cause d'un scrolling vraiment qui était pas adapté à ces jeux hyper rapides tels que Sonic par exemple, hein, voilà. Mais et également les consoles de jeux qui n'étaient pas adaptées à des simulateurs de vol ou également des point and click jeux d'aventure interactifs, voilà, tout simplement. Alors, on va arriver du côté de 84-85 avec le chiffre de vente des consoles de salon. L'Atari 2600 est dépassé par la Famicom et ça c'est une révolution. Également le Commodore 64 caracole en tête des ventes des micro-ordinateurs à l'époque lecteur cassette. Si on peut dire, et également floppy disk avec les lecteurs disquettes
qui permettait également des chargements plus rapides. La Famicom va avoir également un disque système à un moment donné pour aider les temps de chargement, mais ça va également réduire la capacité des titres. Donc on va rester sur la base de la cartouche hein, pour augmenter la capacité des jeux, et puis également rajouter des composants qui vont aider la NES avec le temps à faire des meilleurs titres, hein, voilà. Il y a également l'Apple II qui est toujours bien placé au niveau des ventes, voilà, pour les professionnels de la bureautique, hein, si on peut dire. Les Game & Watch, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que vous êtes enfant, bah, vous n'avez pas trop le choix. La Famicom, c'est encore le Japon. Vous en Europe, vous avez tout ce qui était consoles Pong diverses. D'ailleurs, les consoles Pong ne sont pas forcément référencées dans les chiffres de vente parce que il y avait des marques, mais je peux vous assurer que les consoles Pong se vendaient comme des petits pains, autant que des consoles Atari 2600 au tout début ou des Game & Watch. Tout le monde avait des consoles Pong. Malheureusement, il y avait que, on va dire, une dizaine de jeux qui ressemblaient les uns aux autres, avec du basket, du tennis, de la Formule 1, et puis, on va dire, des jeux de sport divers comme du football, mais il y avait également voilà, des petits carrés, des bâtons. C'était pas très représentatif hein, du sport que l'on pratiquait à l'écran. Ça s'est vite calmé. Il y a également le MSX qui arrive au niveau des ventes avec 350 000 unités vendues. Et puis voilà, le Macintosh, voilà, au niveau des micro-ordinateurs. La Sega SG-1000 qui est, on va dire, les prémices hein, de la Master System qu'on aura plus tard. Sinon, voilà, sincèrement, je pense qu'on est vraiment dans l'ère du micro-ordinateur de salon où on peut jouer à des jeux qui ressemblent à quelque chose par rapport aux consoles et aux bornes d'arcade que l'on a vu auparavant. Alors il y a une chose amusante, c'est que aux États-Unis, par exemple, le jeu E.T. est retiré des ventes. Donc il caracole encore à un chiffre exorbitant au niveau des ventes, mais il est retiré du marché, tout simplement parce qu'il est injouable et jugé indécent voilà, pour la vente du côté d'Atari. Il reste quand même 24e dans le chart des ventes en 84. Mais voilà, c'est un titre qui a causé la perte une grosse perte industrielle, financière du côté d'Atari et du commerce du monde du jeu vidéo. Si Nintendo n'était pas arrivé sur le marché comme au Japon, d'autres compagnies ne se seraient pas mises voilà, dans le marché avec Sharp et également NEC et la PC Engine et d'autres micro-ordinateurs d'époque. Je pense que ça aurait été difficile hein, de resympathiser avec le public au niveau du monde du jeu vidéo. Donc on a également un jeu qui marche bien du côté du monde entier, l'Angleterre, l'Europe, les États-Unis, c'est Pole Position, que vous pouvez voir d'ailleurs, je crois, dans le film Daryl, où justement vous avez une course de voiture avec des Formule 1, et le but en fait c'est d'essayer de doubler les voitures le plus rapidement sur un circuit continu. Et ça, c'est un jeu à l'époque qui mêle challenge à la réactivité, etc. C'est un jeu qui est assez amusant. Voilà, pour ma part, j'y ai joué pas mal également sur d'autres versions autres que l'Atari 2600. Mais bon voilà, pour les gens qui aiment les courses de voitures, bah, c'est à l'époque un jeu qui était en salle d'arcade et qui laisse transparaître une expérience de vitesse qui n'était pas possible au niveau du défilement vertical hein, sur à l'époque les machines d'avant. Donc on est content d'avoir ce genre de jeu voilà, sur Atari 2600 et micro-ordinateur. Alors voilà, 1985, ne cherchez pas, on a un gagnant, c'est Super Mario Bros sur la
NES, voilà, qui nous arrive. Et ça, c'est, on va dire, une révolution au niveau du défilement du scrolling pour les gamers. Ça va extrêmement vite. On va dire, allez, 6 ans plus tard, on va avoir Sonic sur Mega Drive qui va faire le même effet que Mario Bros premier du nom avait fait en 85, défilement extrêmement rapide, sprite animé de façon tout à fait magnifique pour l'époque, un jeu extrêmement long également par rapport à d'autres titres qui duraient peut-être 10 minutes parfois, ou également qui était sur un écran fixe et figé. Là, on a une aventure à travers des châteaux, avec des ennemis différents, une princesse à sauver. Alors bien sûr, il y a eu sur micro-ordinateur déjà des jeux comme Wizardry et d'autres Donjons et Dragons et d'autres aventures, où on va avoir Zelda et également Link qui vont arriver du côté de la Famicom avec Nintendo. Mais voilà, ce côté aventure poussé jusqu'à incarner un petit personnage où on sait pas forcément que c'est un plombier au début, on sait, nous on prend le jeu, on prend la boîte, on joue, on voit que le jeu est fun, c'est simple, c'est ludique, c'est comment dire, c'est tout le monde, toute la famille peut jouer. Voilà, vous passez la manette à quelqu'un, il dit c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, mis à part voilà sur Game & Watch, sur un écran fixe avec des petits clignotements au niveau de l'affichage. Sincèrement, voilà, c'est une révolution technologique qui apparaît dans nos consoles de salon. Il va y avoir également sur Famicom beaucoup d'autres jeux qui vont arriver derrière, dont également Load Runner qui va être adapté, Ice Climber qui est pas mal du tout. On a Excite Bike qui est un jeu de motocross que vous avez pu voir juste auparavant. On a F1 Race, on a Bomberman qui est là. Sinon voilà d'autres titres voilà qui comme Kung Fu, voilà les gens qui sont fans de Bruce Lee et de karaté, parce qu'à l'époque au cinéma on a des films qui vont arriver comme Karate Kid, La Revanche des Ninjas, Ninja Commando, Ninja Warriors, enfin il y a énormément de films avec du karaté, des ninjas, du kung fu, on sait pas trop qui fait quoi. Mais c'est la hype voilà, des arts martiaux, des sports de combat, et donc Nintendo va rentrer dans la danse en mettant un espèce de Bruce Lee également pour combattre les ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on veut au pied du sapin donc en 85, on veut la Famicom, on veut Kung Fu, on veut Super Mario Bros, on veut Excite Bike et puis ce genre de petits jeux. Parce que Kung Fu c'est encore une fois un jeu qui est en arcade, et c'est un jeu qui a été à l'époque développé par ARM, donc sincèrement voilà, c'est une petite qualité pour un studio qui va se développer énormément par la suite, et Nintendo voilà réussit le tour de force d'adapter ce genre de titre sur console de salon, où finalement ça reste du scoring sur un scrolling où les ennemis viennent s'empaler sur vous, mais ça reste amusant, voilà. Et puis encore une fois, on doit aller sauver sa petite Dulcinée, voilà, qui est prisonnière des Yakuza dans un temple je ne sais où. Alors attention pour les gens voilà, qui n'ont jamais joué à ce titre-là et qui l'avaient acheté à l'époque sur la Famicom, ils vont pouvoir y jouer de façon continue sans remettre de crédit, et c'est un jeu qui dure, écoutez bien, moins de 7 minutes à terminer. Donc ça reste pour l'époque un problème financier en effet de mettre de l'argent dans les salles d'arcade. Maintenant quand vous achetez un jeu 500 francs d'époque pour la Famicom et que vous jouez on va dire en une demi-journée il est terminé, vous dites oui c'est magnifique, c'est un très beau jeu, mais il y a ce petit côté frustration, et ça va être également le problème des premiers jeux de la Famicom qui sont extrêmement courts, et si en effet vous ne prenez pas des titres qui sont on va dire à plusieurs ou également variés au niveau du gameplay et des niveaux comme Load Runner,
bah ça va être assez court l'expérience de jeu, voilà. Mais un des jeux également les plus vendus sur la Famicom à la sortie, c'est Golf. Voilà, simplement un jeu de golf. Alors ça peut surprendre aujourd'hui hein, pour la plupart des gens, mais c'est un titre voilà, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir sur console de salon. Et on peut s'expérimenter à ce genre de titre, développé voilà, du côté de Nintendo pour le plaisir. Alors attention, il y a vraiment des titres vraiment très sympas hein, qui arrivent du côté de la NES assez rapidement. Et également, dans le monde, à l'époque, il y a également des titres marquants qui sortent du côté de 85, juste avant les fêtes de Noël. On a également, voilà, Ghosts and Goblins de Capcom. Et également Commando. Commando qui va arriver en 86 hein, sur la NES, un peu plus tard. Mais voilà, ces deux titres-là qui vont être adaptés des salles d'arcade qui font le succès, encore une fois, du monde du jeu vidéo. Le fait qu'ils arrivent sur la NES, ça va être un moyen vraiment exceptionnel pour Nintendo de se faire de l'argent grâce à d'autres éditeurs. Et voilà, le succès de la NES et de la Famicom est lancé dans le monde avec tous ces titres adaptés sur la console comme Galaga, Gradius et autres 1942. On a un jeu de catch également Pro Wrestling qui va arriver un peu plus tard. Et juste auparavant, voilà, on avait Excite Bike et également Ice Climber, qui sont des titres vraiment intéressants pour les gamers, où justement on n'a pas la possibilité parfois de réussir à terminer certains stages, et on se réessaye à perfectionner son gameplay de façon diverse, voilà, avec un ami parfois pour concurrencer au niveau compétition. Alors niveau marketing, niveau puissance financière, Nintendo écrase tout sur son passage avec presque 7 millions de ventes de la console dans le monde entier. C'est une console voilà, qui est sortie au Japon et enfin aux États-Unis. Et juste derrière, on a des ordinateurs de salon avec encore une fois l'IBM et le Commodore 64. Le Famicom Disk System qui arrive également. Se vend très bien au Japon avec 2 500 000 exemplaires. C'est un accessoire, voilà, comme je vous l'ai dit, avec son propre système qui se branche en duo en fait sur la console de salon. Il faut avoir bien sûr la Famicom et il faut avoir le disque système et la barre de mémoire en plus pour le lecteur. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, c'est vrai, mais il se vend presque autant de disques système que de consoles à l'époque, c'est-à-dire qu'on peut également interchanger les disquettes sur des bornes et réinscrire ces jeux, payer, voilà, avec ces disquettes, une nouvelle réinscription d'un titre qui nous plaît, de façon rapide, sans passer par l'achat d'un nouveau produit. Mais voilà, je vous l'ai dit, par la suite, suite également au piratage, Nintendo va arrêter ce système de bornes et va rester également sur ce format cartouche pour pouvoir également augmenter la capacité de ces titres-là, parce que sur disquette, on est assez bridé. Voilà. Alors, tous ces jeux qui arrivent sur NES sont exceptionnels au niveau du gameplay. C'est travaillé, c'est peaufiné, c'est réfléchi. Là, on a... Après Zelda, un jeu en scrolling horizontal qui nous permet d'incarner voilà, un personnage qui visite différentes planètes. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé sur micro-ordinateur. C'est là où les consoles de salon vont se démarquer. Et si, à l'époque, bien sûr, tu as cette Famicom, tu as besoin d'avoir ce genre de jeu comme Zelda, comme Metroid, comme Mario Bros, qui n'existe nulle part ailleurs, tout simplement. Alors bien sûr, vous aurez des jeux exceptionnels comme Castlevania qui marqueront l'histoire du monde du jeu vidéo. Et puis vous aurez d'autres titres qui arriveront sur la NES. On a la NES voilà, aux États-Unis à l'époque. On veut absolument les titres marquants de la console, ça c'est clair et net.
Maintenant, voilà, ce qui se passe du côté des micro-ordinateurs, c'est que les gens sont plus axés, encore une fois, sur les simulations. Et il y a d'ailleurs Silent Service, hein, une simulation de sous-marin, guerre sous-marin. Les gens achètent ce genre de titres-là, Flight Simulator 2, Hardball, le premier jeu de baseball, et Ultima 4 qui arrive également du côté des micro-ordinateurs. Beaucoup de simulations de vol avec F-15 Strike Eagle. On a également Commando, voilà, Commando, qui est un jeu de Capcom et Data East qui est adapté sur les micro-ordinateurs d'époque comme le Commodore 64. Maintenant, voilà, il y a une petite révolution qui est en train de se préparer hein, du côté d'un concurrent de Nintendo avec Sega et la Master System qui va arriver et qui va un peu essayer de changer les règles hein, du commerce avec en effet ce que faisait Nintendo aux États-Unis et dans le monde. 87 va être une année vraiment spéciale où on va voir pour la première fois ce genre de console, voilà, qui va permettre aux gamers de s'essayer à d'autres types de jeux, une autre philosophie. Hang-On, qui avait été les années précédentes un titre plébiscité par les fans d'arcade, va arriver sur cette console de salon. Au Japon, voilà, la Mark III va être une console également qui va connaître un certain succès. Il va falloir un peu de temps pour que Sega se mette dans la concurrence, mais voilà, on partira sur la deuxième partie hein, de ces Noëls des années 80 avec justement cette concurrence Sega-Nintendo dans les foyers. Sachant que, encore une fois, le monde du jouet est largement voilà, devant ce qui se fait dans le monde du jeu vidéo, avec toutes les dérives par rapport justement aux animés japonais, aux animés américains. On a de la Barbie, on a du G.I. Joe, on a également voilà également des aventures différentes avec des robots, des Transformers. C'est une époque assez exceptionnelle également avec les films au cinéma comme Star Wars. Les gamins, les parents sont plus axés sur acheter justement des jouets parce que on n'a pas besoin d'acheter un système complet, simplement on prend le jouet pour la personne et ça s'arrête là. On n'a pas besoin de réfléchir à un divers branchement ou autre. C'est assez rapide de prise en main. Et puis on peut également jouer avec toute la famille, hein, bien sûr, sur des jeux de société. Voilà. Bon écoutez, on se donne rendez-vous pour la seconde partie hein, des années 80. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao à tous.